Tout à la fin des années 70, un skatepark géant a existé au pied de ce qu'on connaît aujourd'hui comme la Cité des Sciences de La Villette, au nord-est de Paris. Et tout ça, ça s'est passé dans une période d'entre-deux, entre quartiers d'abattoirs abandonnés dès 1974 et parcs dédiés aux loisirs ouverts en 1987. Moi, je n'en avais jamais entendu parler de ce skatepark. J'ai appris ça sur un groupe de voisinage sur Facebook. Et je trouvais ça assez fou d'être passé à côté de cette histoire. C'est pas étonnant parce que ce skatepark a vécu très peu de temps, un peu plus d'1 an. Et globalement, il y a plus grand monde qui s'en souvient aujourd'hui. Pour raconter son histoire, il a fallu beaucoup chercher. Parce que quand on regarde sur Google Images, on trouve très peu de photos de l'époque. J'ai ensuite lancé des recherches à l'INA et il a fallu chercher très longtemps avant de trouver quelques séquences et elles sont très rares. Le problème, c'est qu'avec les mots-clés La Villette et skatepark, ça marche pas. Ils sont 1 million de skateboarders. Aujourd'hui, à proximité des abattoirs de la Villette, ils ont leur premier skatepark. 6500 mètres carrés et 4 pistes de vitesse. On a contacté des passionnés, des photographes, des archivistes amateurs, tous ceux qui ont connu ce lieu à l'époque. Et on a trouvé quelques pépites comme ce Super 8 d'un peu plus d'1 heure qui n'a jamais été diffusé jusque-là. Et ce sont des souvenirs très précieux pour comprendre l'histoire du quartier de La Villette à Paris. L'un de ceux qui nous a le plus aidé, c'est Claude Quérel, ce Marseillais et passionné de skate, archiviste amateur, et c'est lui qui tient le site internet Endless Lines. Dans les années 70, on a beaucoup de choses sur la Villette. La Villette envahie par les skateurs. Ils évoquent le fait que c'est en allant au Trocadéro qu'il avait vu noir de monde un dimanche après-midi qu'un entrepreneur de bâtiment a pris conscience qu'il y avait là un besoin à satisfaire. Aidé de 2 amis qui reviennent des États-Unis et dont l'un est ingénieur en béton armé, l'autre promoteur-constructeur, il enquête longuement. Et en décembre 1977, il prend la décision de construire un skatepark. Je dirais que c'est vraiment 77-78, le gros bloc où on en voit dans tous les médias, à la télé. Vous serez les rois du skateboard. Je laisse tomber ma moto, ma guitare, mes vélos. Dans un élan puissant, je t'emmène tout là-haut. T'as Sylvie Vartan, la chanteuse, Sheila. Ici, tu as Dave, des magazines généralistes, même comme lui, qui en couverture fait ça. Ils font des photomontages avec des hommes politiques. Il y a le pape au Trocadéro, Jacques Chirac, ça va encore parler. Là, tu as Donald qui nous apprend à faire du skate. Quasiment tous mes copains étaient au moins montés une fois sur une planche. On trouvait les planches à la fois dans les magasins de sport généralistes, dans les supermarchés, dans les magasins de jouets. Les premiers prix étaient vraiment pas chers du tout. Ça, c'est une planche de 77. C'était une marque française, Banzai. Là, tu avais un montre-trottoir intégré. Ça a vraiment touché toute notre génération, en fait. Et c'est arrivé des États-Unis. Ça, c'est le plan original de la Villette ? Ouais, l'intitulé, c'est Parc fédéral de la planche à roulettes. Il a fallu 3 mois pour le construire. Et c'est assez intéressant aussi parce qu'on a des vues de la construction. Donc là, on voit le Snake. Et là, on voit la construction de la fosse. Le modèle, il est strictement privé à cette époque. L'inauguration, c'est le 19 mai 1978. Les pistes avaient des couleurs, des numéros. C'est vraiment ce truc du ski, de la zone. 7 francs 50, 3 francs visiteurs. Ils faisaient payer aussi les gens qui regardaient ? Ouais, payer systématiquement pour aller au skatepark. Déjà, ça élimine une partie de la population. Il se prend aussi le truc d'un effet de mode, effectivement, qui, de toute manière, déjà commence à s'éroder fin 78. 79, c'est arrêt brutal
et c'est mondial. Et donc le skate aussi il devient un truc has-been ou qui n'est plus à la mode, quoi. En 79, ça s'arrête et il reste justement quelques années en friche et en l'état. Et c'est de ces années de friche qu'ont surgi ces images très rares d'un skatepark à l'abandon. Un skater allemand m'écrit, il me dit je vais t'envoyer un truc et il m'envoie ça, un DVD gravé, Skatepark Paris, Old Boys Skater Films, Dortmund. Là on est à la Villette, Quand il n'y avait plus personne pour l'exploiter, quoi. plus personne. Ouais, on voit des morceaux de bois, on voit, enfin c'est... Sur presque 1 heure de rush, on voit donc ce groupe d'Allemands beaucoup s'amuser et le gigantisme aussi de ce fossé oublié. – 6500 m² à la Villette et il n'y a aucun skatepark actuel qui se développe sur une telle superficie. C'était vraiment énorme comme site. Je pense que c'était un des plus gros en Europe à cette époque-là, donc c'était quand même un point d'attrait pour toute une génération. Et il y a notamment quelques images en noir et blanc qui sont assez belles parce qu'elles datent de la période où le skatepark a fermé. Et donc on voit que c'est un peu un terrain vague, et là aussi les grillages sont arrachés. C'était génial parce que là c'est du skate moderne, on va dire. Et des jeunes qui arrivent sur un environnement et qui essaient des choses. Et du coup la créativité, je trouve, enfin, ça saute aux yeux, quoi. C'était devenu aussi un espèce de no man's land que s'appropriait tout le monde, quoi. François Séjourné est l'auteur de ces dernières photos en noir et blanc, et lui aussi on l'a retrouvé à Paris. Parce que là, il y a des photos où on voit vraiment plus le bâtiment derrière. Ça me rappelle des souvenirs. C'est vrai que le t-shirt rouge, c'est moi, je crois, sur les photos. J'ai pas mal d'archives, en fait, jusqu'à la fin, quand ça a été démoli, quoi, en fait. C'était sympa. Là derrière, c'était la boutique, en fait. Donc, ils vendaient des skates, des autocollants, des magazines. C'est moi, à l'époque. C'est à la fin, parce qu'on voit que les pelouses sont pas entretenues. Là, on voit un peu mieux. Ouais, c'était complètement à l'abandon, quoi. Il y avait des barbelés pour pas passer. Il fallait pas y aller, quoi. C'était un peu craignos, entre guillemets. Bon, il y avait des bandes qui traînaient. Ils avaient tous des surnoms, en fait. Je sais plus, il y avait Connors, le traître. À l'époque, ils avaient rouvert la boutique et ils faisaient payer les petits gamins qui venaient, qui n'étaient pas au courant que c'était fermé. L'existence de cette parenthèse californienne correspond à une période très précise dans l'histoire de la Villette. Dès 1867, ce vaste territoire est dédié à l'abattage et à la vente de viande. Les abattoirs ont été rénovés au milieu des années 50 et c'est là que leur futur a commencé à être compromis. Parce que ce complexe industriel est trop gros, démesuré et trop coûteux. Ce que vous voyez là derrière les skaters, c'est la grande salle des ventes. Un bâtiment symbole de la démesure des travaux de rénovation. C'est un bâtiment monumental qui n'a jamais été terminé, jamais utilisé. Le seul moment où il a vraiment servi, c'est lorsqu'on l'a transformé en Cité des sciences et de l'industrie en 1986. C'était donc plutôt un bon endroit pour y implanter un grand skatepark, puisqu'il n'y avait pas grand-chose à y mettre d'autre pendant cette phase de transition. Et ce qui s'est passé après 1980, c'est un peu un mystère. Alors, je ne sais pas s'il est enterré ou ils l'ont détruit, je sais pas. Pour répondre à cette question, nous avons contacté beaucoup de gens. Les archivistes de l'établissement public du Parc de la Villette, de la Cité des Sciences, mais aussi le cabinet d'architectes qui a conçu la Cité des Sciences. On a aussi fouillé de nombreux documents des archives nationales sans rien trouver. Alors on a tenté de trouver des réponses auprès d'une vedette du skateboard des années 70. C'est Thierry Dupin, avec qui on est retourné sur les lieux 50 ans plus tard. Thierry Dupin, qui a 19 ans, c'est ça Thierry? C'est ça, oui, exactement. Je crois qu'on va se tutoyer, ça sera plus simple. Hein, Bien. C'est un souvenir, c'est impérissable. Oui, ça c'est moi. Ouais. Et sur l'une des premières photos du chantier du skatepark, c'est aussi lui. Voilà, je venais guetter les travaux. Je suis venu avec mon skate de chez moi de Pont de la Villette, je suis arrivé sur le trottoir. Je suis de dos, en train de baver sur le chantier. J'étais là, vraiment aux premières loges, comme au-dessus d'un théâtre, une enceinte, et je regardais à mes pieds ce trou monstrueux qui prenait forme. C'était vraiment le rêve de tout pratiquant à ce moment-là, quoi. Tout ce que vous avez en face, là, tout ce qui est en face, toutes ces brasseries, ces bars, c'était des boucheries. Sur le trottoir, il n'y avait que des gros bacs en aluminium avec
avec les abats, les carcasses, les têtes de porc et j'en passe. C'était assez glauque quand même parce que ça dégoulinait dans le caniveau. Et c'est des survivants, ça. Pour vous situer un peu mieux, le skatepark était ici, à l'emplacement actuel du parvis de la Cité des Sciences. Et c'est là précisément qu'on a déambulé avec Thierry Dupin pour tenter de trouver des vestiges. Le trou démarrait à peu près ici à 50 mètres. On s'est avancé. On est arrivé là. Ici, à l'origine, il y avait un vieux bâtiment avec une pendule, une tour. Voilà la pendule, elle est toujours là. Ah, l'horloge. Ouais. Cette pendule, on l'aperçoit dès la construction du skatepark, puis lors de sa période d'exploitation, en 1978. Là, on est au niveau de l'entrée. Là. Ah ben là, on descendait, c'est-à-dire que là, il y avait une légère pente gravillonnée avec de l'engazonnement de part et d'autre. Et oui, c'est l'équivalent de 2 étages en gros, hein. Ça descendait vraiment bien profond. Voici aussi des images de cette entrée dans un téléfilm de 1979. Et le trou existe encore, vous voyez. Il y avait le départ du Snake. Le départ du Snake qui emmenait dans la grande fosse. Il y avait la grande fosse ici, là. C'était quelque part par ici, là. Sous le McDonald's, il y avait la grande fosse. Voilà la fameuse fosse, avec le plat central. Et ça, c'était génial. Et vous voyez, en haut, c'était vraiment rond, ce qui fait qu'on risquait pas trop de bobos. Là, le bâtiment, l'ossature. Ils l'ont conservé. Là, là, on est exactement positionné au même endroit, quelque chose. Et nous, on était vraiment en dessous. Et on voyait ça. Il y avait que ça. Il y avait la voie ferrée. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, on voit des restes de la dépression ici, quoi. C'est incroyable parce que ça descendait à plus de 6 mètres de profondeur. On a approximativement une idée de la profondeur là, hein, en bas. Ah bah ils ont fait un bassin, waouh. Vous étiez jamais revenu? En tant que piéton ici, jamais. Donc là, sous la dalle qu'on voit, il y a encore un niveau en dessous. Hein. C'est pour dire que c'était vraiment très très profond. Là, on a le pilier central ici, qu'on a sous les yeux. Quelque chose près, là sur la passerelle, là c'est la fin du skatepark ici, au milieu. Quand c'est tombé à l'abandon, ça commence à se remplir de flotte. C'est devenu un dépotoir. Il y en a qui balançaient des carcasses de mobylettes, ces trucs plus ou moins issus de l'arsen. C'était vraiment glauque. C'est devenu un lieu complètement louche. Il y avait du deal, il y avait de la prostitution. Et puis à partir de là, ma famille s'inquiétait, voulait plus que j'y aille. Bon. Et puis un jour, j'ai vu les ouvriers de chantier qui étaient là-dedans. Et j'ai posé la question à un ouvrier qui était là. Il me dit ah mais non, mais ça y est, on va tout recouvrir. Et ça va être reconstruit par-dessus. Donc en fait, ce skatepark, il a vécu une année. Il est en dessous, le skatepark est en dessous. Ah, pour moi, il est en dessous. Ils ne sont pas enquiquinés, ils ont construit des immeubles dessus. Hein. Un petit bout de béton qui dépasse, quelque chose, non, il n'y a rien. Ils auraient dû, hein, c'est dommage. Hein. Ça aurait été effectivement un petit peu comme les restes du mur de Berlin. Ça fait vraiment un choc de voir ce que c'est devenu. Et ça remet beaucoup les tripes, les souvenirs. Après la mort silencieuse de ce temple du skate parisien, aucune autre infrastructure dédiée au skate ne l'a depuis dépassé en superficie à Paris. Et pour les amateurs d'aujourd'hui, les manques sont criants. Quand je vois ça, j'ai l'impression d'être aux États-Unis. Je savais pas que ça avait été fait en région parisienne, un truc comme ça. Moi, là, je vois que du fun de fou. C'est fou qu'ils aient tout détruit. Là, il y a une belle image. Ça a l'air d'être gigantesque. Ça donne envie de rouler, quoi, faire de la courbe. L'endroit le plus grand ici à Paris, finalement, c'est le GP. Et il est carrément plus petit que ce que tu viens de me montrer. On sait qu'aujourd'hui, on se bat pour avoir des espaces. Ouais, c'est des structures comme ça qu'il nous faut à Paris, quoi. Et même cet endroit-là, il manque d'investissement pour être rénové. Il y a déjà plein de choses à faire sur l'existant, et l'existant, il n'est pas suffisant. Et je me dis, plus il y a de skateparks, en fait, plus les filles peuvent trouver des espaces un peu safe. Forcément, plus on peut prendre de la place, nous aussi. Après, c'est vrai qu'il faut quand même rappeler qu'on n'a jamais eu autant de skateparks en Ile-de-France et en France, ça c'est vrai. Par contre, à Paris même, c'est compliqué. Après, effectivement, on a des difficultés, on manque d'espace. Et des espaces comme ça, pour en trouver de nouveaux, c'est soit autour du périphérique ou soit proche banlieue, je pense. Et effectivement, à Paris, on manque d'espaces couverts. D'autant que l'héritage olympique a été un petit peu raté. La famille des skateurs, quand on a appris que ça allait être un skatepark éphémère, oui, ça a été très dur pour nous. Hein. Vraiment, c'était une ineptie vu les millions qui ont été dépensés pour construire ce skatepark. Maintenant, on attend que la ville de Paris fasse un peu des efforts par rapport à ça. Ouais. Et finalement, c'est en allant interviewer Rémi Walter, un ancien tout jeune habitué de la Villette et fondateur de l'asso Paris Skate Culture,
qu'on a fini par en savoir plus sur un éventuel héritier du skatepark de La Villette. Voilà, skateboard, voilà, c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est moi, La Villette. C'était dans un magazine. Ça, c'est l'interview que j'ai fait à La Villette. J'ai quoi comme souvenir? C'est déjà quand j'étais en pension en banlieue et je passais devant avec le train et je voyais les gars en train de projeter le béton. J'hallucinais, quoi. Je me disais, mais waouh, c'était pas le skatepark le mieux fait de la Terre. On rêverait d'avoir ça aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on est fiers de cette histoire. Et on est toujours là, vous voyez, moi je suis toujours là, je suis toujours dans le skate. Et voilà, aujourd'hui, j'essaye de renvoyer l'ascenseur en m'occupant des jeunes, en créant d'autres skateparks. Et ça, je vous l'annonce aujourd'hui, peut-être en exclusivité même, c'est qu'aujourd'hui, la ville de Paris a acté le projet pour un vrai skatepark couvert de 5 à 6 000 m² intramuros pour un skatepark digne de la capitale. Enfin. Et ce serait où? Alors, je ne peux pas vous dire pour l'instant, il y a plusieurs options, je ne peux pas tout vous dire, mais on y travaille. Le projet maintenant, il est sur les rails, il va se faire de la volonté de M. Rabadan, de Mme Hidalgo et aussi de la Fédération française de roller qui supporte ce projet qui est aussi un projet pour le haut niveau. Rémi Walter, il nous a confié que ce skatepark du futur, il ouvrirait à horizon 2028 et on sait désormais que 50 ans plus tard, La Villette a peut-être trouvé son digne héritier.